Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, nouvelle attaque meurtrière à Galim. 4 soldats camerounais sont tombés sous le champ d'honneur lors des combats avec des groupes armés. D'après le gouvernement, les séparatistes anglophones seraient les commanditaires de cette nouvelle incursion qui alourdit le bilan humain dans la crise anglophone. Vive tension ce jour au marché Ndokpassi 3 à Douala 3e. Une altercation dégénère entre commerçants et agents municipaux. De nouvelles taxes entrées en vigueur seraient à l'origine de cette brouille. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci de rester sur Equinox Télévision. La nuit d'hier a été sanglante à Galim, dans la région de l'Ouest Cameroun. Une attaque meurtrière a fait plusieurs morts. 4 soldats camerounais sont tombés sur le champ de bataille. Un autre grièvement blessé. Le poste de contrôle, le poste militaire de Menfou a été la cible des bandes armées et les forces de défense ont dû faire face à plusieurs heures de combat. Pour le gouvernement, les séparatistes anglophones seraient à l'origine de cette nouvelle incursion. Le point dans ce reportage de Vivien Tonfac et Raphaël Tikou. L'arrondissement de Ngalim, dans le département de Bamboutos, est à nouveau victime d'une attaque terroriste. Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 avril 2021, une cinquantaine d'assaillants sur des motos a fait éruption dans le village Menfou et a immédiatement ouvert le feu au camp militaire implanté dans la zone, selon une stratégie bien planifiée. Donc c'est à 23h que le signal part du galop Fouba franchi. Donc c'est là qu'ils étaient, celui qui a donné l'alerte de chez eux était là-bas. Cette attaque, selon les autorités locales, a coûté la vie à plusieurs militaires. Au bout du compte, nous avons perdu 4 militaires et un blessé grave. La riposte de l'armée a également fait des morts parmi les assaillants. Après l'affrontement, des populations ont retrouvé des corps suspects dans la broussaille. Admis sous soins à l'hôpital régional de Bafoussam, le militaire blessé a reçu la visite du gouverneur de la région de l'Ouest. Après cette attaque, le préfet du département des Bamboutos s'est aussitôt rendu en Galim, où il a présidé en urgence une réunion de sécurité. L'autorité administrative a prescrit vigilance et collaboration avec les forces de l'ordre à la population. Je voudrais réitérer le leitmotiv, la préoccupation qui demeure une sorte de refrain de l'hymne national, à savoir la collaboration inconditionnelle avec les forces de l'ordre. Mais la prudence s'impose également chez les militaires, car pour atteindre leur ville d'essai, même les femmes sont envoyées pour les appâter. Ils utilisent les femmes anglophones qui arrivent là. Ça veut dire que les femmes qu'ils envoient là, elles sont prêtes même à acheter de la boisson, donner aux militaires pour après dormir. Seulement la boisson, elles peuvent dormir avec d'autres avec eux. C'est ce qu'elles font. Si pour l'heure, l'identité des terroristes n'est pas clairement définie, leur mode opératoire fait cependant soupçonner qu'ils seraient des combattants séparatistes, partis de la région du nord-ouest. Menfou est en effet limitrophe à Bafenji, localité de Ndop dans le département du Gorketunja, l'un des épicentres de la crise anglophone. Et sur place à Douala, les tensions étaient également vives au marché Ndokpassi 3 dans le 3e arrondissement. Des commerçants s'insurgent contre l'entrée en vigueur de nouvelles taxes imposées par la mairie et les agents municipaux ont procédé à la fermeture des boutiques, ce qui va donc provoquer un mouvement de colère. Il s'en est suivi une violente altercation entre les deux parties. Ces commerçants ont donc envahi la sous-préfecture pour exprimer leur mécontentement. Le reportage de Claude Ekwa et de Sédingding. C'est une esplanade de la sous-préfecture de Douala 3e, envahie par une foule en colère à laquelle le maître des lieux a dû faire face. Une centaine de commerçants a convergé très tôt ce matin sur le site, criant leur ras-le-bol et dénonçant ce qu'ils qualifient d'abus. Pour comprendre l'origine de cette tension, il faut remonter quelques heures et quelques kilomètres plus loin, au lieu dit marché Ndokpassi 3. C'est cette note de la mairie de Douala 3e annonçant le paiement de nouvelles taxes par les commerçants à hauteur de 10 et 15 000 francs. Une pilule qui a du mal à passer auprès de ces derniers. Aujourd'hui, les commerçants ont décidé de gréver puisque
nous sommes surpris par un groupe qui nous disent, nous ne savons pas qui sont. Ils nous disent que nous allons payer 15 000 le droit de place au marché. Selon les boutiques du bas, 15 000 et en haut, 10 000 francs. Nous ne savons pas de quel droit de place on nous parle. Finalement, on vous demande de payer encore 10 000, 15 000 francs. Pour que ça soit comment? Puisque les boutiques de Dakar, on ne paye même pas ce droit de place qui n'atteint même pas 10 000 francs. C'est donc comme un seul homme qu'ils ont décidé de se déporter vers la mairie de Douala 3e. Nous tous, nous avons décidé aujourd'hui que nous allons fermer, aller rencontrer le maire et que le maire nous éclaircisse. Une fois sur les lieux, le patron de la commune répond aux abonnés absents. Et son adjoint en charge du dossier n'a pas daigné recevoir les plaignants qui ont opté pour la solution de la sous-préfecture. Une fois sur place, ils seront reçus par Laurent Aïssim Vogo, sous-préfet de Douala 3e, qui tentera de calmer les esprits et de relativiser la situation. D'abord, je tiens à vous rappeler que ce n'était pas un mouvement d'humeur. C'était juste une incompréhension qui a été exprimée peut-être avec un peu plus de bruit, de chahut. C'est normal, l'espace marchand est toujours réputé être bruyant. Donc ce n'est pas un mouvement d'humeur. En filigrane, je leur ai demandé tout simplement de rentrer vaquer à leurs occupations et d'attendre le retour du maire qui est actuellement en mission à Yaoundé. En attendant le retour du patron de la commune, ces derniers ne sont pas prêts à se plier aux exigences de la mairie. Non, nous ne pouvons pas nous soumettre puisque ici c'est un petit marché. Si nous pouvons payer 15 000, mais ce que nous n'avons pas nous en sortir. Une énième tension qui remet au goût du jour l'épineuse question de la gestion des espaces marchands dans la ville de Douala. L'atmosphère était également tendue du côté de Yaoundé, dans la région du centre, où des centaines de conducteurs de moto-taxis en colère ont pris d'assaut la mairie de Yaoundé 5e. Ils ont pour réclamer leur moto saisie par les agents de la mairie. Il s'en est donc suivi des échauffourées qui est donc il a fallu dans l'intervention des forces de l'ordre pour calmer les ardeurs de ces conducteurs de moto-taxis en colère qui réclamaient leur moto saisie par la mairie. Et toujours dans le centre, c'est désormais une guerre ouverte entre le maire de Yaoundé 7e et le super-maire Augustin Tamba et accuse Luc Messia Tangana d'abus de pouvoir et violation des textes en vigueur. Au centre du conflit entre les deux hommes, la démolition d'une soixantaine de boutiques construites au carrefour Colbison à Yaoundé. Le reportage de Marcelin Gansop. Les travaux ne sont pas suspendus. Tout a été rasé sur le site. J'attends réparation. Le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7 ne décolère pas, une semaine après le passage des engins destructeurs de la mairie de la ville. Sur le carreau, pas moins de 60 boutiques qui commençaient à sortir des terres aux encablures du carrefour Colbison. Vous pouvez dire que nous avons affaire à un personnage assez controversé. Parce que vous parlez avec lui le matin et l'après-midi il fait tout à fait le contraire. De la demande du permis de bâtir, introduite à la mairie de la ville le 22 septembre 2020, jusqu'à la destruction des boutiques le 22 avril dernier, Augustin Tamba affirme que Luc Messia Tangana a été régulièrement informé de ce qui se passait. Et c'est d'ailleurs lui qui, rappelant que le site en question relevait du domaine public de l'État, a orienté l'exécutif municipal de Yaoundé 7 vers le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Nous sommes effectivement retournés vers le MIDCAF après une saisine administrative dans les règles, accompagné des dossiers techniques pour demander un permis de bâtir. Le MINCAF m'a reçu, il a donné son accord de principe, il a donné instruction au préfet d'une Fundi de constituer une commission et le préfet d'une Fundi a pris un acte administratif constituant cette commission. La commission est descendue sur le terrain et ils ont procédé à la délimitation des espaces. C'est donc avec grand étonnement que le maire de Yaoundé 7 a assisté impuissant à la démolition des boutiques sans aucune notification. Nous n'avons pas été notifiés. Moi, je lui ai écrit pour la reprise des travaux. J'ai rendu compte de tout l'enchaînement. Nous avons échangé et il m'a donné l'accord de principe de suivre ces travaux avec ses services techniques. D'où vient-il qu'on vienne casser? À la mairie de la ville, le maître des lieux dit avoir agi dans ce cas, comme dans bien d'autres avant, conformément à la loi. J'ai agi en respectant les textes dont je suis à la fois théoricien, praticien, rédacteur à une époque et aujourd'hui je suis sur le terrain pour l'application et je vais les appliquer avec rigueur et sainement.
Un argument que Augustin Tamba balaie du revers de la main. L'article 2 de notre code, qu'il prétend avoir écrit seul, je peux le lui concéder, stipule que les collectivités, les mairies sont d'égale dignité. Aucune mairie n'exerce la tutelle sur une autre. Et je voudrais également rappeler l'article 252 et 241 qui disent clairement qu'en cas de mésentente entre les communes, c'est le juge administratif qui est compétent. Si le maire lui-même, sans aller voir le juge administratif, m'avait notifié par écrit d'arrêter les travaux, je l'aurais fait et j'aurais passé à la négociation. Il s'agit tout simplement d'un abus de position. Et cette position n'est pas une position hiérarchique parce que nous sommes sur l'horizontalité suivant le code de la décentralisation. Déterminé à aller jusqu'au bout, le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7 attend que le tort qui a été causé à sa municipalité soit réparé. Nous attendons que réparation soit faite. Et j'ai saisi qui de droit. Je ne voudrais pas faire d'autres commentaires là-dessus. J'ai déjà saisi les autorités de la République. Je m'arrête là. Le maire de la ville de Yaoundé n'est pas son premier frottement dans la capitale. Bien avant Yaoundé, ce sont les communes d'arrondissement de Yaoundé 2, 3, 4 et 6 qui ont eu maille à partir avec le successeur de Gilbert Timiévouna. Sauf qu'à la différence de ses camarades du parti, Augustin Tamba est sorti de ses gonds et n'entend pas lâcher prise. Une guerre ouverte qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Et rendons-nous à présent dans la région de l'extrême nord Cameroun. Plusieurs mois après l'effondrement des ponts Palar et Misao, se mouvoir à Maroua est un véritable calvaire pour les usagers. Au regard de la densité du trafic sur les voies de contournement, les populations craignent de perdre les deux autres ponts qui relient chez les villes de Maroua 2e et 3e où des fissures sont déjà observées. Des travaux d'urgence sont annoncés. Le reportage de Kate Diarra, Amadou Daïro. Plusieurs mois après l'effondrement du pont Palar et du pont Miazao, les populations de Maroua risquent bien d'assister à un autre effondrement si rien n'est fait. Il s'agit cette fois du pont Rouge et du pont Vert qui séparent l'arrondissement de Maroua 1er à ceux de Maroua 2e et 3e. Des ponts dégradés dont l'état actuel inquiète fortement les riverains et les autorités. Et comme vous l'avez vous-même constaté avec nous, vous voyez comment les inondations, la force de l'eau est en train d'endommager les ponts vers le bas. Il faut donc, nous sommes donc venus voir pour que un rapport circonstancié soit fait au gouvernement pour que des dispositions soient prises afin de ne pas les perdre comme on avait perdu le pont Palar. Face à cette situation, la circulation de gros porteurs s'est densifiée dans la ville. C'est pour tenter d'y apporter des solutions que Jean-Marc Ekouambarga, le préfet du Diamari, accompagné du maire de la ville et des services techniques des travaux publics, ont fait une descente sur le site. Objectif premier, mesurer l'ampleur de la situation. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le pont Palar. Il a fallu que son Excellence, Monsieur le ministre des Travaux publics, fasse en urgence construire un radier à côté pour permettre naturellement, n'est-ce pas, une bonne circulation entre le Cameroun et le Tchad et même à l'intérieur de la ville de Maroua. Vous comprenez donc que si l'un de ces ponts venait à s'effondrer, ce sera plus grave encore que la situation qu'on a connue avec le pont Palar. Après cette tournée, une réunion d'urgence s'est tenue à la préfecture de Maroua en vue de dresser un rapport qui sera acheminé à qui de droit afin que des solutions soient apportées à cette situation. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. 87 000 personnes sont visées dans la région du littoral par la vaccination contre le coronavirus. Ce plafond a été arrêté en raison du nombre limité de doses reçues par région. Au lancement officiel de la campagne populaire ce vendredi, le système de suivi des patients atteints éventuellement d'effets secondaires a été expliqué. Farel Bounia, Donald Brice Cameron. Cérémonie sobre et brève pour fixer les ambitions régionales de lutte contre le coronavirus à travers la vaccination. La phase populaire qui démarre dans le littoral est lancée à Bonamoussadi, quartier compris dans le district de santé de Mbangué, qui avec ses 10% de malades est le district le plus contaminé au Covid-19 dans le littoral. Pour la phase populaire qui démarre, les élus locaux veulent prêcher par l'exemple. Je voudrais d'abord dire à la population de Douala 5e
que j'ai prêché par l'exemple. Qui n'aille pas dire que Madame le maire ne s'est pas fait vacciner. Je leur dis, je me suis fait vacciner. Les autorités savent que l'opinion est envahie par une forte rhétorique anti-vaccin. Alors, ils ont également mis l'accent sur le système de suivi des cas de personnes vaccinées et qui manifesteraient éventuellement des effets secondaires. Dans les formations sanitaires, on sait exactement quelles manifestations sont attendues et quels sont les protocoles qu'il faut pour chacune de ces manifestations. Et surtout, nous avons fait en sorte qu'une personne qui se vaccine puisse être d'abord conseillé avant, ce que nous appelons le pré-counseling, et puis conseillé aussi après qu'il a été injecté pour savoir exactement quelle attitude adopter et savoir avoir recours à la formation sanitaire la plus proche qui pourra le prendre en charge. 87 000 personnes sont visées par la campagne de masse qui commence officiellement dans la région. Il s'agit de toucher les 24 districts de santé via les 32 sites créés pour l'occasion. Donc notre présence ici est de demander de sensibiliser les populations au sujet de ce vaccin, d'exhorter ces populations d'aller vers le 32 centres de vaccination, se faire vacciner. Alors que seuls les personnels de santé étaient attendus jusque-là, la campagne populaire s'ouvre aux plus de 18 ans, prioritairement les enseignants et les agents de sécurité, les plus de 60 ans exposés aux comorbidités. Le littoral a reçu 72 000 doses de vaccins chinois Sinopharm et 34 200 doses du suédo-britannique AstraZeneca. Dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest, le préfet appelle les populations à se faire vacciner pour se mettre à l'abri de la pandémie de coronavirus. Il a lui-même reçu sa dose de vaccin lors du lancement de la campagne de vaccination dans la ville de Kumba où on enregistre près de 200 cas positifs au coronavirus. Le reportage de Xavier Fouca. Au moins 200 personnes testées positives au coronavirus à Kumba. Nous sommes dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest. Des chiffres rendus publics par le docteur Emmanuel Lefenda, directeur de l'hôpital district de Kumba, dont l'enceinte a abrité la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19. Tundon Chambelin, le préfet de la Mémé, qui s'est fait vacciner à l'occasion, dit le faire pour deux raisons spécifiques. Non seulement sur le plan santé, mais sur le plan moral, sachant que je viens d'être vacciné. Je peux y protéger non seulement ma vie, mais la vie de ceux qui m'entourent. Même si le gouvernement annonce une baisse significative des cas de personnes contaminées sur les 3 dernières semaines, l'autorité administrative, allant dans le même sens que le ministre camerounais de la Santé publique, exhorte les uns et les autres à se soumettre à cet exercice. C'est pour inviter les populations de la Mémé à se mobiliser comme un seul homme pour effectivement se faire vacciner, pas seulement ça, qui va nous aider à éradiquer la coronavirus. Donc aussi dans le département de la Mémé. Le docteur Emmanuel Lefenda annonce que l'ensemble du personnel de l'hôpital district de Kumba se fera vacciner, eux, en première ligne, dans cette guerre contre le Covid-19. Voyage concluant, c'est l'avis du ministre des Transports après le voyage test du train voyageur de la Camraï. Hier, avec des parlementaires, maires, autorités traditionnelles, Jean-Enes Massénanga Lebibé a effectué ce voyage entre Douala et Yaoundé. Le train à 11 wagons réhabilités par l'État à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA pourrait donc démarrer pour la desserte interurbaine dans les prochaines semaines. C'est l'aval du gouvernement qui est attendu pour la reprise de cette desserte. Elle avait été suspendue il y a 4 ans après le drame du 16 octobre 2016. Le gouvernement parle d'une relance nécessaire afin de répondre à la forte demande des populations en transport par rail. Écoutons à présent le ministre des Transports. Vous savez que depuis le 21 octobre 2016, suite à l'accident Ezeka, nous n'avons plus eu de transport voyageurs du train express. Entre-temps, le gouvernement de la République a acquis 4 locomotives neuves et réhabilité 11 voitures de l'ancien parc Soulé.
et ce depuis le mois d'août 2020. Sur très haute instruction donc, du président de la République, relayée par le Premier ministre chef de gouvernement, nous avons été appelés à effectuer ce jour un test de sécurité de ce train express entre Douala et Yaoundé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au sortir de ce voyage fort agréable, au cours duquel 4 principales localités ont été couvertes, à savoir Edea, Ezeka, Makak et Ngoumou, nous sommes satisfaits de ce voyage. D'abord sur le plan sécuritaire, assurance nous a été donnée par notre partenaire stratégique. Sur le plan du confort du voyage en lui-même, nous avons constaté des véhicules vraiment complètement réhabilités, tous climatisés, avec une ergonomie de très haut niveau que nous avons beaucoup apprécié. Nous avons apprécié également l'engouement des populations à chacune de ces étapes. Initialement, nous avons prévu nous arrêter à 2 minutes chaque fois, mais nous avons été obligés de rester un peu plus. C'est un trajet qui est essentiellement fait pour 4h30. Ça a été un peu plus long compte tenu de l'engouement des populations qui apprécient à leur juste valeur cette réalisation de ce jour. L'actualité hors de nos frontières à présent, une mission de l'Union africaine séjourne au Tchad où des affrontements se poursuivent. Objectif, favoriser le dialogue entre le Conseil militaire de transition et les forces politiques. Julienne Berthe-Bissaï. C'est le délai que dispose la mission d'enquête de l'Union africaine en séjour au Tchad pour examiner les stratégies visant à faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à la gouvernance démocratique. Conduite par le Nigérian Bankole Ada-Oye, nouveau commissaire paix et sécurité, et Mohamed Idriss Farah, ambassadeur djiboutien en charge du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, cette mission de médiation produira un rapport à l'issue de sa mission qui sera acheminée au Conseil de paix et de sécurité de l'Organisation panafricaine pour examen et décision. Des combats ont opposé militaires et rebelles la veille de l'arrivée en N'Djamena de la mission d'enquête de l'Union africaine sur la situation politique et sécuritaire. L'armée affirme avoir mis en déroute une colonne de rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad durant les combats menés dans la ville de Nokou à une 50aine de kilomètres. Une version de fait battue en brèche par les rebelles le 11 avril dernier, une offensive contre le régime. À présent, des reportages Orange Cameroun au plus près de la culture locale à travers la signature de partenariat faisant de Kankentus, acteur principal et producteur du film Fisherman Jerry, le nouvel ambassadeur de la marque pour promouvoir ses valeurs. Reportage. Il a suffi d'un simple geste, d'une accolade et d'une poignée de main pour faire de Kankentus acteur principal et producteur du film à succès Fisherman's Diary, le nouvel ambassadeur de la marque Orange. Nous sommes particulièrement fiers de signer cet accord de partenariat qui fait de Kang un brand ambassadeur pour Orange. C'est la signature, ce n'est qu'une étape, mais nous avons déjà commencé à travailler ensemble depuis quelques mois, lorsque Orange a participé au lancement du film, lorsque Orange a aidé à la diffusion du film dans le pays, puisque le film de Kang met en avant des valeurs qui sont des valeurs très très proches de nos valeurs propres. Une rencontre qui sonne comme une évidence entre un film qui met en lumière la problématique de l'éducation de la jeune fille, une valeur défendue par l'entreprise Orange depuis toujours à travers sa fondation et le leader de la téléphonie mobile au Cameroun. Je dirais on n'attend rien, puisque c'est un partenariat qui est basé sur des valeurs. Et donc, on n'a pas signé un contrat avec des éléments chiffrés, financiers. On construit ensemble, on partage ensemble nos valeurs, notre culture. Aujourd'hui, on a un film qui est magnifique, auquel on a cru dès l'automne dernier, on a accompagné,
et qui peut être un outil de communication important pour faire passer nos idées, nos valeurs, qui sont ces idées, ces valeurs. Une signature de partenariat comme une rampe de lancement pour Orange Cameroun afin de sensibiliser et continuer à véhiculer les valeurs cardinales pour l'entreprise, telles que l'éducation en général et l'éducation de la jeune fille en particulier. On va continuer pour sensibiliser les populations parce que l'éducation d'une jeune fille, c'est très important. On va partir dans les petits villages, dans les communautés qui sont beaucoup affectées par tout ça. Par cet acte, l'entreprise Orange marque un peu plus son attachement à la promotion de la culture locale pour encore plus vous rapprocher de l'essentiel. Orange. C'est un livre que vous devez absolument avoir dans il s'intitule « D'enseignants vacataires à crypto-monnaie ». L'ouvrage retrace la vie d'un entrepreneur camerounais qui a fait fortune à la crypto-monnaie. Il relate les clés de son succès dans un ouvrage dédicacé à Bangui. Reportage. Des années d'expérience, jonchées de challenges, de chutes, d'apprentissage, avec au bout du parcours la consécration. Compilée dans un livre de 124 pages, retraçant l'intégralité de la vie du Camerounais Émile Parfait Sim, qui en 2015 était encore enseignant d'informatique au Cameroun avec un salaire de 50 000 francs CFA et qui se retrouve 6 ans plus tard millionnaire grâce à la crypto-monnaie. Les clés de son succès, il le partage dans ce livre inspirateur dédicacé à Bangui, la capitale centrafricaine. Un événement culturel d'envergure, parrainé par le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui y a vu une opportunité pour la jeunesse centrafricaine de se lancer dans l'entrepreneuriat au moyen de la crypto-monnaie. Quand il m'a proposé cela, et avec le livre, il m'a expliqué un peu son parcours d'enseignant d'informatique, et à la fin, il a commencé à travailler dans ce processus, et ça lui a valu sa situation actuelle. J'étais séduit par cela et surtout qu'il a voulu décrire cela dans un manuel qui pourrait intéresser beaucoup de gens. Et ça m'a plu de venir assister et de l'encourager. Et donc c'est un exemple. Pour le professeur Faustin Archange Touadéra, ce projet novateur constitue un levier de développement pour son pays, mais pas que. Pour la sous-région aussi, et l'Afrique en général. Pour réussir, il faut de l'audace. Et je trouve que M. Sim est audacieux et courageux. Et donc, c'est pour moi donc tout simplement l'occasion de le féliciter et de dire à notre jeunesse de parcourir ces livres. Et plus ça peut ouvrir des horizons et avoir des idées. Peut-être pas forcément dans la crypto-monnaie, mais dans d'autres choses, dans un axe qui pourrait les aider à sortir. J'ai écouté, vous avez fait pris beaucoup d'engagements ici. Ces engagements, si ça devait avoir lieu, c'est une bonne chose et vraiment, merci beaucoup. La crypto-monnaie, une vision désormais contenue dans un livre pour les générations actuelles et futures. L'ouvrage est présenté comme un trésor qui n'est pas caché. J'ai décidé de relater ma vie sur les 10 dernières années dans un livre. Parce que dans le livre, on est sûr qu'on pourra retrouver ces pendant 10, 15, 20, 50 ans. Pourquoi pas pendant 100 ans? Aujourd'hui, pour arriver là où je suis, j'ai beaucoup lu. Des auteurs, des personnes qui ont réussi, qui sont partis de zéro à chef d'entreprise aujourd'hui. Je me suis dit, étant africain, étant quelqu'un qui a aussi vécu le même parcours, il fallait que j'écrive cela dans le livre pour des générations futures. Dans ce livre, je décris ma vie en tant qu'enseignant vacataire. J'ai été enseignant vacataire pendant 9 ans. J'ai enseigné dans les lycées et collèges au Cameroun. Je suis parti d'enseignant vacataire, informaticien de formation de mon état. J'ai connu l'industrie de la crypto-monnaie, ce que j'ai écrit dans ce livre. J'ai montré les traces, comment est-ce que j'ai fait pour arriver là en passant par la crypto-monnaie. Nous avons des thèmes, des thématiques très très importants qui peuvent amener les jeunes à lire, à comprendre et à mettre même en pratique des conseils que nous avons mis dans ce livre et aider l'Afrique à se développer. La dédicace du livre a connu la participation de plusieurs personnalités, jeunes et curieux, venus du monde entier.
Je suis déjà actionnaire dans les Pliman et ce livre, je pense que ça va me donner beaucoup plus d'inspiration, de ne plus avoir peur, de prendre l'exemple de M. Sim et d'aller de l'avant pour que je puisse investir à fond et être un futur millionnaire dans les jours à venir. This is actually bringing youths to a level they have never imagined to attain, and I believe he has touched a lot of young people. For example, me, not just as a friend, as a brother, and I want to think what I was 5 years ago without his assistance and encouragement. It's different today. So. Émile Parfait Sim, tel que mentionné au chapitre 3 du livre d'enseignants vacataires à crypto-millionnaires, a aujourd'hui à son actif 23 entreprises, dont chacune répond à un besoin précis pour l'Afrique. Toutefois, pour sortir du sous-développement, il faut prendre des risques. Comment? La réponse à cette question est contenue dans le chapitre 3 du livre écrit par Alabibou Amidou et édité par les nouvelles éditions du Sahel. L'établissement scolaire de référence Duval International School a décroché la 2e place d'examen de l'Office du baccalauréat, un résultat qui traduit la qualité des enseignements dispensés. Reportage. La discipline pour le progrès et l'excellence, une vision chère à Duval International School qui permet à l'établissement scolaire de référence d'être toujours hissé parmi les meilleurs. La preuve, Duval a décroché la 2e place sur le plan national au classement général des établissements scolaires aux examens de l'Office du baccalauréat 2020. Nous sommes très satisfaits de la position que nous avons occupée. 2e nationale, vraiment c'est historique. C'est toute la communauté éducative qui est satisfaite de la position de Duval. Une fois de plus, merci à toute cette communauté éducative, merci à Duval, merci à monsieur le fondateur qui a bâti un joyau architectural et qui a su, n'est-ce pas, donner confiance à des hommes de valeur. Ce résultat est le fruit de dur labeur en cette année d'existence durant lesquelles l'établissement scolaire moderne constitué de 2 sous-systèmes d'éducation approuvés par l'UNESCO a su réunir tous les ingrédients de qualité, à savoir personnel qualifié, cadre idéal, passant par une rigueur dans la discipline pour occuper cette place de choix dans le secteur de l'éducation au Cameroun. In 2018, it was ranked 19th best school. In 2019, it came to the position of the 10th best school in the whole Cameroon. And in 2020, it was ranked 2nd. This shows the improvement that Duval has got since its creation. And the raison d'être behind this hard work or this result is because of its vigorous and rigorous discipline. In order to have good results like these, discipline must always be accompanied, and that's one of the key parts about Duval, that we're trying to make sure that it is so strong. Discipline has enabled us to be able to reach the 2nd place in the ranking of schools in Cameroon. Duval entend aller encore plus loin pour maximiser la réussite scolaire et occuper la 1re place en termes de performance scolaire au Cameroun. And we are very sure that this 2021, we are hoping to occupy the 1st position, and we will definitely do that because Duval has a very conducive area for studies. It is away from the bustling and noisy urban city of Douala, making it very conducive for children to be able to study and be able to have this result. Duval encourage l'excellence scolaire en organisant chaque année une grande compétition de mathématiques pour les écoles de la ville de Douala, cours moyen 2 et classe 6, dont les plus méritants reçoivent des chèques d'excellence. Toujours dans le souci de s'assurer des compétences de ses apprenants, Duval International School n'est pas seulement une école, mais une institution qui développe les compétences pour l'émergence de notre Afrique. Je dois dire que je suis particulièrement comblé, je suis un parent ému de savoir que ma fille, non seulement elle fait honneur à ses parents, à sa famille. Espérons que la grande école Duval va davantage rééditer de tels exploits. Situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, Duval International School se dresse sur 2 sites juxtaposés et comprend un groupe scolaire bilingue Duval avec ses 4 grands départements et le collège polyvalent bilingue Duval.
avec ces belles images, ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Et Serge Alain, vous revenez sur cette nouvelle attaque meurtrière à Galim qui a coûté la vie à 4 soldats de l'armée camerounaise. Voilà, on va dire d'autres soldats camerounais qui sont encore tombés. Et c'est pas la première fois que ce mode opératoire est mis sur pied par les forces séparatistes pour arriver à bout, à faire tomber nos forces de défense et de sécurité. Nous allons donc comprendre avec les analystes ici en plateau pourquoi les armes continuent de crépiter dans le théâtre de la crise anglophone. Nadine Yambou. Nadine Yambou, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Bon week-end à vous également. Bon week-end. Rendez-vous vendredi 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Dalvaris Moudou, économiste géostratège.